Tu connais cette personne dans ton entourage qui décline toujours les invitations. Celle qui répond « Je suis malade, je suis épuisé, on remet ça à demain, encore et encore ». Sache que cette personne ne te fuit pas. Elle préserve uniquement pour lui quelque chose de précieux. Si tu es du genre à ressentir plus d'excitation pour un vendredi soir en jogging qu'un vendredi soir en ville, tu es au bon endroit. Tu vas te reconnaître profondément dans ce qui suit. Aujourd'hui, on explore la psychologie de ceux qui adorent rester chez eux, ceux que la société qualifie d'ennuyeux, de renfermés, mais que la science décrit tout autrement, avec des nuances, avec respect et avec compréhension. Parce que ta préférence pour rester chez toi n'est pas un défaut de caractère. C'est une fenêtre directe sur comment ton cerveau traite l'énergie, gère la stimulation et définit si ta vie est bien vécue. Commençons par le système de recharge inversé. Voilà ce qu'il faut comprendre fondamentalement. Certaines personnes se rechargent au contact des autres. Leur énergie provient du vacarme, de l'agitation, du tumulte social. Un samedi soir, dans un bar bondé les fait vibrer. Ils rentrent chez eux à 2 heures du matin, complètement rechargés, vivants et électriques. Mais ceux qui privilégient la solitude, ils fonctionnent selon un système radicalement opposé. Ils se régénèrent dans le calme, dans le silence, dans l'absence de stimulation externe. Chaque échange social, même agréable, vide progressivement leur réservoir d'énergie. C'est comme si leur batterie se vidait avec chaque moment de présence sociale obligatoire. Et la maison reste leur unique source de recharge qui fonctionne vraiment. Pas un café entre amis, pas une sortie culturelle, la maison, point. Les psychologues nomment cela la théorie de l'activation optimale. Développée dans les années 1960, elle explique que chaque cerveau possède un niveau de stimulation idéal pour fonctionner correctement. Certains ont besoin davantage de stimulation pour se sentir épanouis. Leur système nerveux réclame du bruit, du mouvement, de la nouveauté constante. Sans ça, ils s'ennuient. D'autres en nécessitent beaucoup moins. Leur système nerveux est déjà naturellement plus activé. Une soirée sociale pour eux équivaut à ce qu'une semaine entière de festival représente pour un extraverti. Trop de stimulation les submerge. Ce n'est ni de la fainéantise, ni de la peur. C'est simplement la configuration de leur système nerveux. Comme certains ont les yeux bleus et d'autres les yeux marrons. C'est génétique. Imagine, c'est vendredi, 18h, ton téléphone vibre, c'est un SMS. Soirée chez Marc ce soir, tu viens ? Ton collègue extraverti voit ce message et pense immédiatement « Oui, des gens, de l'énergie, de l'action ». Sa semaine de travail l'a épuisé socialement. Une soirée avec du monde va le recharger complètement. Toi, tu vois le même message. Et ton cerveau calcule automatiquement le trajet 30 minutes, l'arrivée 15 minutes à chercher où te mettre, les conversations 2 à 3 heures à performer socialement, le retour, 30 minutes, la décompression, 1 heure, minimum, la récupération du lendemain, toute la matinée fichue. Tu ne penses pas cool des amis, tu penses combien d'heures de la semaine vais-je perdre en récupération énergétique. Et ce n'est pas que tu n'aimes pas ces gens, c'est que ton cerveau fait un calcul coût-bénéfice basé sur ton système énergétique réel, pas sur ce que la société dit que tu devrais ressentir. Tu réponds « Désolé, je suis vraiment crevé cette semaine ». Ce n'est pas un mensonge. Tu es crevé. Pas physiquement, pas même mentalement. Tu restes chez toi. Tu enfiles ton jogging préféré. Tu lances ta série confort. 2 heures plus tard, tu es complètement régénéré. Ton énergie est revenue. Ta clarté mentale aussi. Tu te sens bien, complet, satisfait. Pendant ce temps, ton collègue extraverti rentre de la soirée. Également rechargé, également énergisé, également satisfait. Même vendredi soir, 2 expériences opposées, 2 résultats identiques. Bonheur. Ni l'un ni l'autre n'a tort. Vous êtes juste câblés différemment. Mais il y a autre chose au-delà de la simple introversion. Un facteur que beaucoup ignorent. Certains chérissent leur foyer parce qu'il leur offre un sentiment de maîtrise qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Un contrôle total sur chaque variable de leur environnement. Et pour certains types de cerveau,
Ce contrôle n'est pas un luxe, c'est une nécessité psychologique absolue. À l'extérieur, le monde est fondamentalement chaotique. Des inconnus bruyants dans les transports, des imprévus constants qui démolissent tes plans, des conversations superficielles avec des gens qui posent « comment ça va ?», sans attendre ni vouloir de vraies réponses. Des stimuli sensoriels que tu ne peux pas contrôler. Lumière trop vive, musique trop forte, odeur désagréable, température inconfortable. Tout ça, c'est de l'imprévisibilité, de l'incontrôlable. Pour certains cerveaux, c'est gérable. Pour d'autres, c'est une torture sensorielle et cognitive permanente. Mais chez toi à la maison, tu contrôles absolument tout. L'éclairage, exactement comme tu l'aimes, ni trop fort, ni trop faible. Le volume sonore, silence complet ou musique à ton niveau préféré. La température, celle qui te convient parfaitement. Les odeurs, celles que tu as choisies ou aucune. L'atmosphère globale, calme, prévisible et sûre. Personne ne débarque sans prévenir. Personne ne change tes plans sans ton accord. Personne ne t'impose des stimuli que tu n'as pas choisis. Pour les personnes anxieuses ou hypersensibles, cette maîtrise n'est pas un simple confort, c'est une question de survie neurologique. Prends l'exemple d'un dîner au restaurant. Ton ami extraverti y va et pense « Super, on va bien manger et papoter ». Toi, tu y vas et ton cerveau doit gérer simultanément la musique d'ambiance trop forte qui t'empêche de bien entendre, les conversations des tables voisines que tu ne peux pas filtrer, l'éclairage désagréable qui fatigue tes yeux, la température trop froide ou trop chaude, le serveur désagréable dont tu dois gérer l'attitude, le stress de commander choix limités, pression temporelle, l'anxiété sociale de bien se comporter en public, le coût financier qui s'accumule, l'impossibilité de partir quand tu veux, la durée imprévisible de l'expérience. Pendant que tu essaies de paraître normal et de profiter du moment, ton système nerveux est en mode alerte rouge. Tu ne peux te détendre nulle part. Tu dois rester vigilant, adaptable, performant socialement. Compare ça au même repas chez toi, tu contrôles chaque variable. Le menu est exactement ce que tu veux. L'ambiance est parfaite selon tes critères. Tu peux manger à ton rythme, mettre pause quand tu veux, partir de table sans explication. Zéro stimulation non désirée. Ton système nerveux peut enfin se reposer. Ce n'est pas de l'évitement social. C'est de la gestion intelligente de ton architecture neurologique. Voici un fait fascinant que la société refuse d'accepter. Les recherches en psychologie démontrent que les personnes qui apprécient la solitude sont généralement plus créatives, plus introspectives et plus douées pour résoudre des problèmes complexes. Rester chez soi n'équivaut pas à ne rien faire. C'est une activité en soi, mais une activité invisible pour ceux qui mesurent la productivité en termes d'agitation visible. Les meilleures idées ne naissent pas dans un bar bondé. Elles naissent dans un coin tranquille, avec un livre qui change ta perspective. Ou pendant une spirale de réflexion à 2 heures du matin quand le monde dort. Ou sous la douche quand ton esprit peut enfin vagabonder sans interruption. Les créateurs, les penseurs, les innovateurs le savent. Einstein ne faisait pas la fête tous les soirs. Virginia Woolf protégeait férocement son temps de solitude. Nikola Tesla était célèbre pour son isolement volontaire. Pas parce qu'il détestait les gens, mais parce qu'il comprenait que leur cerveau créatif avait besoin de silence pour fonctionner à pleine puissance. Samedi après-midi, tes amis extravertis ont planifié brunch, shopping, café, apéro, dîner, soirée. 6 activités, 12 heures d'interaction sociale continue. Leur journée idéale. Toi, tu passes la journée chez toi. De l'extérieur, on dirait que tu glandouilles, que tu gâches ton week-end. Mais en réalité, voici ce qui se passe dans ta tête. Tu lis un chapitre qui révolutionne ta compréhension d'un concept philosophique. Tu écoutes un album complet, vraiment, en analysant les paroles et les arrangements. Tu te perds dans une exploration Internet sur un sujet qui te fascine depuis des semaines. Tu écris dans ton journal des pensées que tu n'avais jamais formulées. Tu dessines, tu crées, tu construis mentalement des idées. Tu résous un problème professionnel qui te tracassait depuis des jours. À 22 heures, tu as vécu une journée intellectuellement riche, profonde,
transformative, significative. Pendant que ton ami extraverti a vécu une journée socialement riche, stimulante, énergisante, connectée. Les deux journées ont une valeur immense. Mais la société ne valide que la sienne. Parce que sa journée a des preuves visibles, photos, stories, témoins. Ta journée n'a aucune preuve externe, juste une croissance intérieure que personne ne voit. Les neurosciences ont découvert quelque chose de crucial. Ton cerveau possède un réseau appelé réseau du mode par défaut. C'est le système qui s'active quand tu ne fais rien de visible. C'est ce réseau qui est responsable de la créativité et l'imagination, l'introspection et la conscience de soi, la connexion d'idées apparemment sans rapport, la planification du futur, la compréhension des autres et de toi-même. Ce réseau ne peut pas s'activer correctement quand tu es en mode faire constant. Il a besoin de temps calme, de solitude, d'ennui même. Les personnes qui restent chez elles donnent à ce réseau l'espace pour fonctionner. Elles ne perdent pas leur temps. Elles investissent dans leur architecture cognitive la plus sophistiquée. Et admettons-le franchement, la société idéalise de manière obsessionnelle le fait d'être dehors. Les influenceurs qui performent le bonheur constant, les photos de soirée parfaitement mises en scène. Cette culture du « profite à fond de ta vie » qui sous-entend que si tu n'es pas constamment en mouvement, tu rates quelque chose. FOMO, Fear of Missing Out, est devenue une épidémie psychologique. Cette anxiété constante que quelque part, en ce moment même, quelqu'un vit mieux que toi. Mais voici la question que personne ne pose. Et si ta meilleure vie, c'est un documentaire fascinant, une soupe chaude réconfortante et aucune obligation sociale? Ce n'est pas pathétique, ce n'est pas triste, ce n'est pas un échec existentiel. C'est de la lucidité profonde sur soi-même. C'est savoir exactement ce qui te nourrit versus ce qui te vide. C'est refuser de vivre selon le script écrit par d'autres. Il y a quelque chose de profondément courageux à vivre différemment, à résister à la pression sociale massive qui dit que tu devrais vouloir sortir, à dire non quand tout le monde dit oui, à choisir consciemment la paix plutôt que la performance. Ce courage est invisible. Il ne génère pas de likes, il ne produit pas de stories virales. Mais c'est un courage authentique quand même. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Parce qu'il faut être honnête sur quelque chose de crucial. Certains restent chez eux pour des raisons plus troublantes. L'anxiété sociale qui paralyse, les traumatismes anciens qui rendent le monde extérieur terrifiant, la dépression qui murmure discrètement « à quoi bon sortir ?» Et pour eux, le foyer devient simultanément un sanctuaire et une prison, un endroit où ils se sentent en sécurité, mais aussi un endroit d'où ils ne peuvent plus s'échapper, même quand ils le voudraient. Alors, il est crucial de se poser cette question honnêtement. Tu restes chez toi parce que ça te nourrit profondément, ou parce que sortir semble émotionnellement insurmontable. Parce que l'un représente la sérénité choisie, l'autre, la fuite non choisie. Voici deux scénarios différents. Scénario A. Choix authentique. Tu déclines une invitation. Tu ressens un soulagement immédiat. Tu passes ta soirée chez toi à faire des choses qui t'enrichissent. Après, tu te sens rechargé, satisfait, en paix. Tu ne rumines pas, tu ne regrettes pas. C'était le bon choix pour toi. Scénario B. Évitement anxieux. Tu déclines une invitation. Tu ressens un soulagement, suivi de culpabilité. Tu passes ta soirée à scroller, à te distraire, à éviter de penser. Après, tu te sens vide, isolé, coupable. Tu regardes les stories des autres à la soirée. Tu te sens encore plus seul qu'avant. La différence? Dans le scénario A, rester chez toi t'énergise. Dans le scénario B, ça te vide encore plus. Si tu es dans le scénario B de manière chronique, ce n'est pas de la préférence pour rester chez toi. C'est un signal d'alarme que quelque chose nécessite de l'attention professionnelle. Mais pour ceux qui aiment authentiquement rester chez eux, ils ne ratent rien du tout. Ils vivent simplement selon une fréquence différente. Ils trouvent du bonheur profond dans les petits rituels quotidiens, le rituel sacré du café matinal, préparé exactement comme ils l'aiment. Le coin favori du canapé, celui qui a mémorisé la forme de leur corps.
La façon dont la lumière dorée baigne la pièce au crépuscule. Le son de la pluie contre la fenêtre pendant qu'ils lisent. Ces micro-moments que la plupart traversent sans les remarquer. Les psychologues appellent cela la préférence pour une faible stimulation. Ces personnes n'ont pas besoin que le monde extérieur les divertisse constamment. Leur univers intérieur est suffisamment riche, complexe, fascinant. Elles peuvent passer des heures dans leur tête et ne jamais s'ennuyer. Elles trouvent de la stimulation dans un livre, une pensée, un rayon de soleil. Elles n'ont pas besoin d'adrénaline externe pour se sentir vivantes. Dimanche, matin, 9 h. Ton ami extraverti se réveille et pense immédiatement « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Où puis-je aller ?» Son bonheur dépend d'activités externes, de lieux, de personnes. Toi, tu te réveilles. Tu prépares ton café dans ta tasse préférée. Tu t'installes dans ton coin rituel avec la couverture qui te réconforte depuis des années. Tu ouvres ton livre exactement où tu l'avais laissé hier soir. La lumière matière entre doucement par la fenêtre. Le monde est calme, prévisible, sûr, exactement comme tu le veux. Et dans ce moment apparemment banal, tu ressens un contentement profond. Pas de l'excitation explosive, pas de l'euphorie frénétique. Juste une satisfaction tranquille et stable qui murmure « C'est exactement là que je veux être ». Ta journée parfaite n'a besoin d'aucun plan spectaculaire. Elle a juste besoin de paix, de contrôle et de présence totale. Donc si tu es quelqu'un qui refuse des invitations sans culpabilité dévorante, qui ressent un bonheur authentique et non forcé lors d'un samedi en solo, qui préfère sincèrement revivre son émission réconfortante plutôt que créer des souvenirs pour Instagram. Écoute-moi bien. Tu n'es pas défaillant. Tu n'es pas ennuyeux. Tu n'es pas antisocial. Tu n'es pas en train de gâcher ta vie. Tu es simplement programmé neurologique pour la profondeur plutôt que le bruit. Pour la paix authentique plutôt que la performance sociale. Pour la richesse intérieure plutôt que la stimulation externe. Et dans un monde qui hurle constamment, source, bouge, vise, choisir consciemment le calme est un acte de rébellion silencieuse. Pas de résignation, de rébellion. Dis-moi honnêtement dans les commentaires, tu préfères authentiquement rester chez toi ou tu penses qu'on invente tous des prétextes sophistiqués pour éviter la vie? Et si tu veux découvrir la psychologie que la plupart des gens ignorent complètement sur eux-mêmes, la prochaine vidéo va te percuter encore plus fortement que celle-ci. Clique dessus maintenant, tu comprendras pourquoi.